connectés sur le www.specradio.tg. Bonsoir et merci de nous suivre. Nouvel épisode de votre émission Express ce jeudi 4 juin 2026. 5 sujets seront au menu. Martial Bravo est à la technique. Denise Bounou à la réalisation vidéo. En attendant l'arrivée du confrère de la Nova Tikpoudou, je suis avec Justin Aguevo. Justin, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous les fidèles auditeurs. Comment va Togogol? Bon, c'est important, oui. La famille? Tout le monde se porte bien. Voilà. Nous débattons de plusieurs sujets cet après-midi. Nous commençons avec l'actualité phare, c'est bien sûr la fenêtre FIFA des éperviers. Les éperviers qui sont au Maroc depuis quelques jours, qui affrontent demain la Centrafrique dans le premier match amical. Après quelques jours d'entraînement, de séance, Justin Aguevo, comment voyez-vous l'allure de cette nouvelle version des éperviers? Je dirais la nouvelle version des éperviers, en tout cas pour moi, cette nouvelle version donne beaucoup d'espoir, surtout après les 2 matchs amicaux disputés dans le mois de mars, avec le sursaut d'orgueil des joueurs. Je le disais toujours que cette sélection manque de sursaut d'orgueil, de mental surtout. Et puis, bizarrement, lors de ces 2 matchs amicaux, on a remarqué que cette équipe est en train de renaître. Et pour le compte de cette journée FIFA, il va falloir qu'on revoie la même chose qu'on a vue dans le mois de mars. Et je pense que le sélectionneur Patrice Neveu est à pied d'œuvre dans la construction d'une nouvelle ère des éperviers. Et surtout avec l'arrivée de Fodolaba et de quelques joueurs qui n'étaient pas là lors de la journée FIFA précédente, je pense qu'on aura beaucoup à faire face à la Centrafrique. Je crois que c'est demain vendredi à partir de 18h. Et puis après, le 9, face au Bénin. Dans les interviews, Kevin Denke a dit qu'il faudra avancer ensemble et dans la même direction. Ça veut dire beaucoup de choses. Oui, aujourd'hui, je l'ai toujours dit que les joueurs doivent être conscients que nous avons un problème. Nier l'existence du problème dans cette sélection, c'est de ne pas pouvoir évoluer. Si on reconnaît que nous avons un problème, si les joueurs même sont conscients qu'il y a un souci à régler en eux-mêmes, c'est-à-dire le sursaut d'orgueil, et qu'il va falloir bâtir cette équipe-là autour d'une identité, autour d'un idéal qui est le vivre ensemble, l'amour, et puis voilà, puisqu'on dit souvent que c'est ensemble qu'on construit, c'est ensemble qu'on mène à bon port le bateau. Et j'ose croire que cette fois-ci, les joueurs sont conscients et qu'ils sont là pour mouiller le maillot, que le Togo aura un très bon début des éliminatoires. Parlons des locaux qui ont été retenus dans le groupe Les 5. Patrice Neveu, le sélectionneur, dans l'une de ses interviews, a dit, je cite, qu'il n'est pas agréablement surpris, mais qu'il y a quand même quelque chose à faire avec ces joueurs-là. Ouais, il dit qu'il est content de, comment dirais-je, de l'abnégation et du mental de ces locaux. Je dis, ils n'ont rien à perdre, ces locaux, parce que c'est une occasion qu'on leur a donnée, donc il va falloir qu'ils se mettent au boulot, qu'ils se concentrent sur le travail pour épater le sélectionneur. S'ils veulent véritablement revenir dans cette sélection, c'est le moment de le prouver. Et je pense qu'ils sont là, surtout quand on prend les joueurs de la SC4 qui sont d'ailleurs champions. Ils sont dans une certaine dynamique de victoire. Et donc, ils vont chercher à continuer dans cette dynamique-là. Je pense que c'est de bonne augure. Il va falloir continuer le travail. Une chose est certaine, le sélectionneur va leur donner quelques minutes pour voir de quoi ils sont capables.
Là-bas, Fodo, pour sa part, il a fait montre d'une certaine envie, toujours cette envie qui est toujours là, mais en même temps, il a parlé de leur expérience qu'ils doivent partager avec les plus jeunes qui sont arrivés et les nouveaux. On sent quand même qu'il y a cette envie-là de reprendre les choses par le bon bout. Oui, tout à fait, puisque c'est de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Et donc, certains anciens sont conscients qu'ils sont en train de partir et donc il va falloir partager cette expérience-là avec les jeunes. Donc, c'est une très bonne mentalité. S'ils ont déjà cette mentalité d'aider les jeunes à prendre leur place, je dis tout simplement que c'est une concurrence positive. Si les anciens pensent déjà à préparer leurs élèves, parce que c'est le moment, s'ils ne le font pas, s'ils partent, de toutes les façons, on aura besoin d'eux. Ils sont là et c'est le moment. Et Fodo là-bas, je ne le vois plus en sélection pendant 5 ans encore. Et donc, les dernières années, il faut léguer cette expérience-là. Je pense que déjà avec cette mentalité qu'ils ont déjà en eux, on parle de là-bas, on parle de Dieng Dakonam et ces anciens qui sont toujours là autour de l'équipe. Il va falloir emmener, parler de temps en temps à ces jeunes pour pouvoir les intégrer afin que nous puissions faire une très bonne élimination. Juste après vous, quel gardien vous voyez demain dans le but face à la Centrafrique? On avait posé la question au sélectionneur l'autre fois en conférence de presse par rapport à l'hierarchie au niveau des gardiens en sélection. Il a dit que pour le moment, Malcolm, qui n'était pas encore en compétition, que normalement, s'il était en compétition, il serait le gardien numéro 1. Mais avant que les éliminatoires ne commencent, il va reprendre en compétition et puis on verra. Mais pour moi, si je suis à la place du sélectionneur, je pense qu'on a déjà vu Malcolm, on a déjà vu Vincent et le gardien qui vient d'Allemagne. C'est Vincent, non? Steven, voilà. On l'a déjà vu. Et cette fois-ci, moi, j'ai choisi le gardien titulaire entre celui qui nous vient de la Côte d'Ivoire, Yaya Achrafou, ou soit le gardien de la SK et Vincent. Les deux là, on prend un titulariste, on voit de quoi ils sont capables. Parce que déjà, puisque nous sommes en journée FIFA, on a déjà vu de quoi elles sont capables, les deux là. Et puis voilà, on met les jeunes dedans, puis on voit. Histoire de commencer déjà aussi à préparer l'avenir au niveau des gardes. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez du match de demain contre la Centrafrique? Ce que j'attends de ce match, c'est la régularité. La régularité, un système de jeu bien clair. Il faut nous proposer quelque chose pour qu'on sache là où on va. On ne va pas sur le terrain pour jouer. Il faut nous donner une vision claire du système de jeu que nous devons jouer désormais. Vous voyez? Et ça va être un peu compliqué parce que les joueurs viennent de finir leur saison. Physiquement, ils sont un peu émoussés, mais c'est des compétiteurs qui sont là pour jouer. Et je pense même que c'est avec cette fatigue qu'ils sont obligés de faire avec cette fatigue. Et cette fatigue va même leur permettre de jouer souple, de ne pas chercher beaucoup plus à jouer compliquer la tâche. À se compliquer la tâche. Et donc, du coup, pour moi, c'est de voir également, comment on appelle-t-on, l'attaque, la réaction de l'attaque, comment est-ce qu'il joue, parce que déjà, les éliminatoires, c'est dans quelques mois, qui essayent des combinaisons qui vont jouer lors des prochains matchs officiels. C'est le moment de les essayer pour voir quel profil et quel profil peuvent aller ensemble. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, de la manière dont l'équipe va jouer, le système de jeu de l'équipe. C'est ce à quoi moi j'attends demain. Et puis voilà, le reste, je pense que c'est de gros garçons qui savent comment jouer le ballon. Et puis voilà. On va marquer une pause pour parler championnat national de première division. Express. La D1 Lonato a fermé ses portes dimanche dernier avec les matchs de la 26e journée à l'arrivée. La SK sacrée championne, tout le monde savait déjà. ASCO
vice-championne, mais c'est au bas du tableau, qui a eu une surprise, on va le dire. Beaucoup s'attendaient à voir l'AS OTR et puis Espoir. Finalement, c'est l'AS Bina qui, sur le terrain, va en deuxième division. En tout cas, c'est de toutes les façons, quand on parle de la relégation, on parle des déceptions. Les deux équipes qui sont dans la zone rouge représentent pour moi les déceptions de cette saison. Espoir, personne ne l'attendait à ce niveau, mais malheureusement, ils sont partis. Et il y a aussi également l'AS Bina qu'on n'entendait pas là-bas. Mais vous savez, quand vous ne préparez pas assez bien le début de votre championnat, c'est ce qui arrive. On ne va pas se lever à 3 ou 4 journées de la fin du championnat pour dire qu'on veut jouer le maintien. Et donc là, vous attirez tous les malheurs possibles du monde. C'est ce qui est arrivé à ces deux clubs. Il faut se réveiller très tôt, mettre les joueurs et le staff technique dans de très bonnes conditions pour préparer la saison parce que le maintien se joue déjà lors de la phase aller, ce n'est pas lors de la phase de retour, parce que la phase de retour, toutes les équipes sont déjà en place et ça devient très compliqué. C'est ce que Unisport fait. Voilà. Unisport sait si bien le faire et il profite de la situation de l'instabilité des clubs lors de la phase aller pour gagner le maximum de points. Et puis à la phase de retour, ils sont là tranquilles dans leur coin. Et donc je pense que ces deux équipes constituent véritablement les déceptions de cette édition de la D1 Lorato. Et puis voilà, l'AS OTR qui sauve sa saison in extremis, en tout cas chapeau, ça n'a pas été tout facile. Mais également, je les classe parmi les déceptions. Oui. Parce que quand on voit le classement de l'AS OTR la saison dernière, 4e ou 5e, et cette fois-ci se retrouver premier non relégable, je pense que c'est une déception qu'il va falloir corriger. Est-ce qu'ils seront encore dans le championnat l'année prochaine? Personne ne c'est ça la grande interrogation. C'est ça la grande interrogation. Mais la politique qu'ils ont amenée cette saison, je dis que c'est une véritable déception qu'il va falloir corriger. Pour moi, à la place du président, je vais tout simplement remercier l'entraîneur parce qu'il n'a pas su faire son bleu comme il le faut. Parce que vous ne pouvez pas terminer un championnat à la 4e et à la 5e position et puis la saison suivante vous vous retrouvez premier non relégable, je dis. C'est vrai que le président aussi a ses défauts. Même dans les coulisses, on parle aussi de problèmes internes, problèmes financiers. Justement, le bureau aussi a sa part de responsabilité. Et donc, du coup, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont fait cette année. Est-ce que l'objectif clair de la SOTR cette saison, c'est de jouer le maintien à ce niveau, ou bien c'est de jouer le haut du tableau? Personne ne sait, puisque nos clubs ont du mal à dévoiler leur objectif au début de la saison. Et donc, ça a été vraiment compliqué pour la SOTR. Mais je pense qu'il faut faire le revenu. Voilà. À part la SOTR, la SBINA et Espoir de TV. Oui, il y a d'autres déceptions également, comme l'ancien vice-champion Bogresou, voilà, qui sort d'une Coupe CAF et qui termine la saison à la 9e place. Je dis tout simplement que c'est une déception. Normalement, une équipe comme Bogresou devrait encore retourner sur le continent une seconde fois consécutive pour avoir plus d'expérience. Mais aller sur le continent et revenir. Mais c'est vrai, ils ont gagné la Coupe de l'Indépendance cette année. Mais il représente pour moi également une véritable déception. Comment on peut expliquer cette situation, vu que Bogresou revient, vous l'avez dit, d'une coupe continentale, une première expérience? Est-ce que derrière, on n'a pas su gérer les émotions, gérer les joueurs, gérer l'effectif, ou il y a eu d'autres problèmes en interne que peut-être on n'a pas voulu dévoiler? Oui, dans ce genre de situation, il y a toujours des problèmes qu'on n'a pas su gérer. On avait vu que le staff de Bogresou aussi n'a pas été stable cette saison. Après le départ de Maurice, il y a eu un collège d'entraîneurs composé de Jean-Luc Duhaut et de Jonas, qui sont venus prêter main forte. Après eux, ils sont partis et il y a, le coach des gardiens, Guéry Moustapha, qui a assuré en tout temps l'intérim. Et après, on fait venir Bonfo à Niao. Tout ce remue-ménage en une seule saison ne peut jamais donner de la stabilité à l'équipe. Et donc, je pense qu'au-delà
des problèmes extra-sportifs, la non-stabilité du staff technique a véritablement pesé dans les résultats des requins. Et je pense que les dirigeants sont conscients. Déjà également, on annonce le départ du président qui est venu à la tête des requins. On Il y annonce a son une départ assemblée générale élective en vue. extraordinaire en vue. En vue. Normalement ce week-end. Et donc, on annonce déjà le départ du président qui veut, voilà, passer la main à une autre personne. Est-ce que cette personne-là va pouvoir ramener les requins au sommet, reconquérir le continent? On ne saura le dire. Tout compte fait, ce championnat constitue un championnat de transition entre le championnat amateur et le championnat professionnel. Est-ce que ça va se tenir? Oui, ainsi, on est là, mais il va falloir que beaucoup de clubs se professionnalisent pour que nous ne puissions pas vivre ce qu'on a vu cette saison, surtout avec la descente d'espoir, le classement de Gourossou de la 2e à la 10e place. Je dis que ce n'est pas du tout normal dans ce championnat où on veut, où on souhaite avoir des clubs bien structurés pour jouer sur le continent. À part les déceptions, on parlera aussi des surprises dans cette dernière marathon. Ah oui, pour vous, oui. Pour moi, la surprise de cette année, c'est l'Étoile Filante qui s'est classée 3e, sans doute. En tout cas, l'année passée, on a vu elle a échappé belle. L'Étoile Filante qui a échappé belle sa descente en 2e division. On dit même que l'Étoile Filante est descendue en 2e division à l'issue de la dernière journée et que son sauvetage a été joué dans les duos. Et cette saison, on voit cette même Étoile Filante qui se classe 3e, en tout cas chapeau à tout le staff, à tous les joueurs et surtout au président. C'est ce qu'on dit, qu'il faut toujours avoir une véritable politique sportive, savoir là où on va et faire des recrutements conséquents pour permettre au staff technique d'amener l'équipe à bon port. Et je pense que c'est ce qu'a fait le technicien togolais Bessi Joly. Et on espère revoir l'Étoile Filante au même niveau la saison prochaine. L'Étoile Filante qui a derrière elle un sacré groupe organisé de supporters, ça compte aussi. Ah oui. Cette année, si on veut décerner un titre de meilleur supporter, c'est l'équipe de l'Étoile Filante, parce qu'on a vu tous leurs matchs à domicile. Des fois même, sur certains matchs à l'extérieur, ils ont su mobiliser leurs supporters. La dernière fois à Thiévier, ils se sont déplacés massivement. En tout cas, c'est une très bonne organisation. Cela donne envie aux supporters de revenir au stade, aux spectateurs plutôt, de revenir au stade, voir l'ambiance, parce que quand l'Étoile Filante joue, c'est de l'ambiance de la première jusqu'à la dernière minute, avec les artistes invités. Je pense que c'est de bon augure et qu'il va falloir que les autres clubs qui jouent à domicile arrivent à continuer ce que l'Étoile Filante a fait cette saison. Et donc, chapeau à eux. Et si on veut leur donner un prix, je pense qu'ils s'en sortent avec le prix de meilleurs supporters cette année. Voilà. L'autre surprise, s'il y en a, ou c'est celle l'Étoile? Oui, l'autre surprise, on peut également parler du Nisport qui s'est classé 4e à l'issue de cette saison. En tout cas, une très bonne saison de la part des académiciens de Colombien qui ont su maximiser beaucoup de points déjà lors de la phase aller. Et puis, ils se sont mis tranquilles lors de la phase de tour pour jouer le maintien. En tout cas, bravo à eux. On peut également citer la formation du Tambour qui a eu beaucoup de difficultés lors de la phase aller. Avec le coach Silva. Et qui est resté égal à lui-même durant toute la saison. Bravo à tous ces présidents-là qui ont su maintenir leur équipe. En termes de satisfaction au niveau de ces équipes-là, on peut citer beaucoup de clubs. Il y a également l'entente qui ne s'est pas donné beaucoup de peine pour jouer le maintien. Ils n'étaient pas, à aucun moment donné, les bleus et jaunes de la capitale ne se sont pas retrouvés dans la zone rouge. Alors que cette année, on a vu la caisse au niveau de la zone rouge bouger. Il y a eu beaucoup de mouvements à ce niveau-là, mais on n'a pas vu l'entente d'eux. C'est un pari gagné pour le coach ivoirien. Même si quelque part le fond de jeu justement n'a pas été ce qu'on connaît, justement. Et c'est sur cet aspect-là qu'il va falloir beaucoup travailler parce qu'on connaît cette équipe-là très joueuse, mais pour la première de cet entraîneur dont Gueye, ça n'a pas été ça. Je pense qu'ils vont mettre à profit cette pause-là
pour permettre à l'équipe de retrouver son niveau de jeu. Voilà, les confirmations. Les confirmations, bien sûr, c'est le champion en titre qui n'a pas cédé sa place, la SCK, les conducteurs de la COSA, qui ont fait preuve d'abnégation, de sérieux, et surtout dans la manière de jouer. Et on dit souvent de conserver les joueurs. Voilà, une belle exemple au niveau de la SCK. Quand vous prenez l'effectif total de la SCK, au moins plus de 50% sont des anciens, ils sont au club depuis 2 ou 3 ans et ils se connaissent très bien avec un staff qui a un contrat à long terme, qui est là en train de faire son petit bonhomme de chemin. La SCK sur le continent, l'année dernière, qui a eu la malchance de tomber sur un club maghrébin. Et cette année, on espère qu'ils vont passer le premier tour, pourquoi pas le deuxième tour, parce que c'est une équipe grandissante qui est en train de faire du bon boulot. Il va falloir qu'ils grandissent également. Mon souhait, qu'ils grandissent également sur le continent en jouant peut-être une phase finale de la Coupe de la Ligue des Champions. L'autre confirmation également, je peux parler également de Asco qui revient cette année sur le continent. L'année dernière, Asco qui n'a pas été sur le continent. Cette année, ils ont tout fait pour jouer au Malakoukaf, la deuxième place. Ça n'a pas été volé. C'est la mentalité surtout de cette équipe-là qu'ils ont voulu construire. Depuis le départ, on a constaté que cette saison, ils ont voulu faire avec les jeunes. Pas beaucoup d'anciens joueurs, pas beaucoup d'étrangers également. Ils ont fait avec les joueurs locaux, très jeunes, avec des joueurs du centre de formation et tout. Et on a vu, après le départ du coach ivoirien, il y a le coach togolais, Kodjoua Ferenba, qui a pris la relève et qui a amené cette équipe-là sur le continent. En tout cas, ils font partie de ces, comment appelle-t-on, de ces équipes qui sont régulières, qui ont été régulières sur le championnat cette année. Voilà. On va dire, si on revient un peu sur Unisport, que les dirigeants ont peut-être peur de jouer les compétitions continentales, parce que quand on prend la phase aller d'Unisport, et si le club avait continué sur la même dynamique, il aurait pu être parmi les 2 premiers. Oui. Si Unisport avait continué sur la même dynamique, ils pouvaient terminer premier parce qu'ils avaient les éléments pour. L'équipe d'Unisport cette année, avec les joueurs expérimentés comme Ouattara Moutarabou, l'ancien capitaine de l'AS Milan, Jonah Kevin. Et je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, ça dépend de l'objectif du président. Est-ce que Unisport veut véritablement aller sur le continent? On ne le sait pas. Peut-être c'est une question de moyens aussi. À chaque année, jouer le maintien, mais il va falloir faire appel à ces équipes-là, doser, parce qu'aujourd'hui, il y a un minimum d'apport au niveau de la CAF qui permettent aux équipes au moins de jouer au moins le premier tour. Donc, il va falloir que nos clubs rentrent dans cette politique-là, aller chercher une place sur le continent. Pour la visibilité du club, on ne crée pas un club pour jouer uniquement le championnat national, comme le fait ASK depuis un moment, ASCO, Iburusu, qui sont souvent sur le continent. Il va falloir que les autres équipes aussi emboîtent le pas de ces équipes-là pour aller sur le continent, parce que ce n'est pas aussi bien d'avoir à chaque fois les mêmes équipes sur le continent. Je pense que Unisport a les éléments qu'il faut pour aller sur le continent, que la saison prochaine, ils vont peut-être chercher à jouer le continent. La particularité de la DRL pour vous cette saison, ça a été? La particularité, c'est surtout comment est-ce que le classement a été serré de bout en bout. Il y a 2 ou 3 saisons, on a vu, il y a certaines équipes qui gagnent déjà le titre déjà à 2 ou bien à 3 journées de la fin, ils sont déjà sacrés champions. Mais cette année, ça a été joué de bout en bout. Il a fallu que l'ASK aille gagner son match à Bourg-le-Sou avant d'être sacré champion. Donc, ce qui veut dire que cette année, la particularité, toutes les équipes ont été joueuses. Ça a été très corsé. Comment appelle-t-on le duel entre ASCO et ASK a été de bout en bout.
aucune équipe ne veut laisser son prochain terminer sur le podium. En tout cas, ça fait la particularité. L'autre particularité, c'est au niveau de la zone rouge, où on a vu beaucoup d'équipes, même à la dernière journée, beaucoup d'équipes n'ont pas encore leur destin à la main. Gomido, Esbina, Espoir, OTR, ces 4 équipes, à une journée de la fin, sont relégables. Et donc, tous ces joueurs sur la dernière journée, je pense que ça a donné du suspense à ce championnat, à cette saison. Et vivement qu'on n'assiste plus à ce genre de choses la saison prochaine. C'est l'internaute qui a posé la question. Il dit que ce n'est pas ça, que la particularité pour lui, c'est qu'il y a eu un gagnant dans le derby de la Cosa. La particularité, oui, ça fait plusieurs saisons. Il n'y a pas de gagnant lors des derbys de la Cosa, mais cette saison-là, c'est qu'à gagner. Asco lors du match de retour chez lui à Ouelou. En tout cas, c'était chaud. Personne ne s'attendait à une victoire. Et je dirais même que cette victoire permet à la SK de creuser les cas. Si ils s'en sortaient également avec un match, ça va être compliqué pour eux. Parce que la SK a gagné le titre à une journée de la fin. Donc, du coup, imaginons si Asco ou bien ASK perdait comment on appelle les points de ce match. Les points de ce match, ça va être assez compliqué. Donc, pour lui, il n'a pas aussi tort. Un tour du côté de la technique et on revient. Rapidement, nous parlons de la D2 qui a du mal à démarrer à cause du litige à Bana FC à Bourossé. Après la décision de la commission de discipline, Abana aurait introduit un recours en raison du report de la finale de la D3. Oui, ce dossier reste avant tout juridique et sportif. J'ose croire que l'équipe de Tabou aussi a gagné le premier procès. Non, il n'y a pas eu de gagnant. Voilà, il n'y a pas eu de gagnant 0-0. Parce que les deux équipes ont fauté. Justement, les deux équipes. Mais après, on nous dit que l'équipe d'Abana a fait un appel de la décision parce qu'ils se disent qu'ils se sont lésés lors de cette première décision. Ce qui veut dire que on nous dit que l'équipe d'Abana a aussi fraudé, a aligné un joueur qui avait 3 cartons jaunes. Un joueur suspendu. Mais on nous dit aujourd'hui qu'il n'y a aucun joueur parmi l'équipe d'Abana qui a écopé de 3 cartons jaunes. Comment ça se fait que... C'est là la grande question. Et on nous dit qu'au jour d'aujourd'hui, les dirigeants d'Abana ont toutes les preuves. Et pour justifier, aucun de leurs joueurs n'a reçu 3 cartons jaunes. Et c'est là où le dossier devient très intéressant. De toutes les façons, le sujet est en appel. On attend ce que va décider la commission de recours. Et puis, mais ce qui fait très mal dans cette histoire, c'est que cette décision, bien sûr, recours, ne permet pas au championnat de D2 de démarrer. Parce que les deux équipes qui se qualifient pour la D3 sont qualifiées pour jouer la D2. Tout à fait. Déjà que nous sommes en retard de plusieurs mois, je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas si la décision va vite sortir pour permettre à la D2 d'avancer. Mais depuis, nous sommes bloqués. Et il va falloir que la commission se statue vite sur cette décision pour qu'on sache là où on va. Pour permettre, parce que les clubs de D2 sont en regroupement depuis des mois. Depuis octobre pour Depuis octobre. Et ce n'est pas du tout bon pour des présidents qui sortent de l'argent de leur poche parce qu'il faut payer les salaires, il faut payer la logistique et tout s'entraîner depuis octobre jusqu'à maintenant. On n'a même pas encore de date. Même pour les joueurs, c'est lassant. C'est lassant à un moment. On prépare une saison qui ne commence jamais. Et donc, du coup, on espère que la décision va être très vite rendue pour permettre à la D2 de commencer son son. Nous demandons donc, ou le public sportif demande donc
aux membres de la commission de recours de faire diligence, parce que même si lors du congrès ordinaire de la fédération la dernière fois, il a été dit que le championnat pourra se jouer les mercredis et les dimanches pour pouvoir aller vite. Voilà. On parle taekwondo pour clôturer la page nationale. Les championnats d'Afrique se sont déroulés à Bamako, au Mali. Le Togo a gagné quelques médailles avec 4 athlètes. Le Togo a eu 3 médailles. Satisfaisant selon vous? Oui, 3 médailles sur 4, c'est satisfaisant. Ça montre comment on appelle-t-on, le projet de la fédération, l'ambition surtout, les objectifs du président. Et à chaque fois, il ne s'agit pas d'aller participer pour participer, il faut revenir avec des médailles. Cette fois-ci, le Togo qui revient du Bamako avec 3 médailles, je pense que c'est de bon augure. C'est très bon pour les matchs du pays, mais il va falloir continuer, mettre les athlètes dans de bonnes conditions, continuer le championnat, maîtriser tout autour, surtout l'organisation de ce championnat-là, sur toute l'étendue du territoire, préparer la relève, préparer les athlètes pour ce genre de compétition. Aller aussi avec beaucoup plus d'athlètes, parce que quand on voit sur l'ensemble des pays qui ont pris part à ces championnats, il y a eu des délégations de 30 athlètes, de 40 pour certains, mais le Togo se retrouve avec 3. Il faudra peut-être accélérer les choses. Ah oui, il faut accélérer les choses. On ne peut pas amener peu d'athlètes pour compétir avec des pays qui amènent par exemple 30 athlètes, comme tu le dis. Je pense qu'aujourd'hui, le Togo a les moyens, mais à chaque fois, on parle de problème de moyens. Moi, je dis que c'est plutôt un manque de volonté sportive de la part de nos dirigeants. Parce que les moyens, aujourd'hui, le Togo en dispose pour permettre à ces athlètes de participer à des compétitions de haut niveau. Mais vous parlez aujourd'hui que le Togo n'a pas de moyens. Je pense que c'est une fuite en avant. Pourquoi ne pas chercher des moyens? Parce que ce n'est pas une compétition à l'improviste. Le Togo sait depuis plusieurs années qu'il doit participer à cette compétition. Donc, il faut se préparer normalement avec un nombre conséquent pour pouvoir ramener beaucoup de médailles. Si c'est que le Togo était parti peut-être avec 20 athlètes, peut-être qu'on reviendrait avec au moins 10 médailles aujourd'hui. Mais à 3 médailles sur 4, je pense que c'est à féliciter et encourager. Voilà, une pause et on attaque l'actu internationale. Express. Dernier sujet de cette émission, nous parlons de la Coupe du Monde 2026 qui s'annonce avec les 10 représentants africains. Justin, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, la RDC, le Sénégal et la Tunisie vont représenter l'Afrique à cette Coupe du Monde qui s'annonce vraiment palpitante. Déjà, au vu des préparatifs de ces différentes sélections, quelle est, votre opinion sur la place de l'Afrique à cette Coupe du Monde? La place de l'Afrique lors de cette Coupe du Monde, en tout cas, c'est des équipes qui font rêver. Il y a certaines équipes qui font rêver. Lesquelles? Surtout le Maroc. Quand on a vu le parcours du Maroc lors du Mondial 2022, avec une place en demi-finale, il y a de quoi donner encore de la confiance à cette équipe, parce que je dis que c'est une équipe avec une mentalité assez forte qui sait jouer les matchs contre les clubs européens. Ça va être
compliqué, mais je crois, avec cette formation, la génération comment on appelle Achraf Hakimi et autres, ça, et surtout avec Brahim Diaz du Real, ça va être ça. Ça va être du beau football. En tout cas, il y a également l'équipe de la Côte d'Ivoire avec ses stars. Ce soir, ils ont un match amical avec la France. Ça va être un beau match. En tout cas, ils sont très attendus. Il y a également les Fenech de l'Algérie, voilà, avec un très bon effectif qui sont qui là. qui ont battu les Pays-Bas hier. Justement. Voilà, des matchs comme ça vous donnent envie de comprendre. Il faut comprendre en même temps que l'Afrique a aujourd'hui le potentiel qu'il faut pour aller titiller les grandes nations de football. Mais dire aujourd'hui que l'Afrique peut aller décrocher cette Coupe du Monde, c'est trop osé. Mais comme on le dit, la petite vient en mangeant, il va falloir aborder cette Coupe du Monde avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur pour permettre au continent de rêver de croire à ces équipes. Le petit poussé parmi les pays africains, c'est le Cap-Vert qui joue pour la première fois sa Coupe du Monde. Il y a également la RDC qui s'est qualifiée et qui va jouer sa seconde Coupe du Monde. En tout cas, avec cette génération, on espère qu'ils vont faire de bonnes choses lors de cette édition. Et puis voilà, pour le bonheur du continent africain. Les Lions de la Teranga. Justement, le champion en titre, et le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, avec un très bel effectif qui a été battu par les États-Unis lors de leur dernier match amical. Mais avec toutes les stars dont dispose le Sénégal, je pense que voilà, le Sénégal a son mot à dire, surtout avec la France. C'est un match très attendu. Très attendu, ça ne va pas être facile. De toutes les façons, comme je le disais tout à l'heure, il faudra aborder cette compétition dans la grande sérénité. Aujourd'hui, c'est très bien pour l'image de l'Afrique. On n'entend plus parler de gauche à droite avec les problèmes de prix. Pour le moment, avec le problème d'organisation. Et c'est des problèmes qui bousculent la mentalité et la préparation de ces équipes. Aujourd'hui, jusque-là, Dieu merci, on n'en parle pas. Ce qui veut dire que les équipes se préparent dans de bonnes conditions, avec une très grande sérénité, pour permettre à ces joueurs de montrer de quoi ils sont capables. Les Black Stars du Ghana. Les Black Stars du Ghana, malheureusement, cette équipe qui n'a pas joué la dernière CAN, et aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer sur l'état actuel de cette équipe. Mais, comme le Ghana, un pays footeux, un pays qui aime le football, on a vu ce que les Asamoah Gyan ont déjà eu à faire dans les éditions précédentes d'une Coupe du Monde. On croit à eux, mais de toutes les façons, ça va être assez compliqué, surtout avec leur groupe qui n'est pas aussi facile. Les Kudus, qui ne sera pas là. Voilà, les noms, pas des moindres, qui vont manquer à cette sélection. En tout cas, on leur souhaite beaucoup de chance. Et il faut aborder cette compétition et penser que c'est tout le continent africain qui est derrière eux et qui les pousse à aller devant. La Tunisie? La Tunisie, un pays maghrébin, vous-même vous savez, quand vous prenez le football maghrébin, c'est un football qui a un petit écran au-dessus de l'Afrique noire. Et donc, du coup, on remarque qu'au niveau de la Coupe du Monde, ces pays maghrébins n'arrivent surtout pas à imposer leur jeu comme ils le font en Afrique noire. Mais cette fois-ci, la Tunisie, ce n'est pas aussi une équipe qui a de la stabilité. On a vu leur performance lors de la dernière CAN avec le départ de leur entraîneur et l'arrivée d'un nouvel sélectionneur. Et tout, ça va être assez compliqué, mais je pense que c'est un groupe assez homogène qui se connaissent depuis un moment et qu'ils auront à faire une belle Coupe du Monde. Les Bafana d'Afrique du Sud vont finir. Ah oui, l'Afrique du Sud, avec ces joueurs légendaires qu'on connaît. Et aujourd'hui, ils s'en vont à cette édition avec beaucoup plus de joueurs locaux. Vous savez que le championnat sud-africain n'a rien à envier du championnat européen et ils préfèrent aujourd'hui faire avec les joueurs locaux qui sont des professionnels, mais on n'a plus l'Afrique du Sud d'antan
au temps de Macfish, de Makati et autres là. C'est une nouvelle génération. Merci à Bongalo VT. Justement, une nouvelle génération qui va chercher à mystifier les autres pays. Voilà, nous sommes à la fin de l'émission Express de ce jeudi. Merci à Justin Agbevo, nous l'avons secoué un peu aujourd'hui, mais bon. Merci d'avoir été là. Merci à Devanov qui nous a rejoint pratiquement sur le fil. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro. Martial Agoda a assuré la technique de Denise Rounou à la réalisation vidéo. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro.